Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous là. Bonjour à tous et à toutes à cette série de webinaires organisée par l'Alliance pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire. Je suis Joanna Wedge et je travaille comme conseillère pour la mise en œuvre et le développement des capacités du groupe de travail sur les standards minimums euh, de la protection de l'enfance. L'objectif de la série, je vais le mettre là sur l'écran, et pardon. L'objectif de la série est de permettre au personnel de la protection de l'enfance d'améliorer leur capacité à renforcer la capacité du personnel et des partenaires pour la mise en œuvre des SNPE. Avant de commencer, laissez-moi vous donner un peu d'informations sur la façon de participer dans le webinaire. Vous devriez être capable de voir une boîte de discussion ou chat. Veuillez l'utiliser pour toute question concernant les organisateurs, les participants individuels ou l'ensemble du groupe. Aussi pour vos commentaires et pour partager des ressources. Deuxièmement, vos micros sont en sourdine pour l'instant. Notre invité s'arrêtera pour des questions à quelques reprises. Et si vous voulez parler, s'il vous plaît, appuyez sur l'icône pour lever la main et je vais animer votre micro. Nous allons également faire quelques sondages. Une question apparaîtra sur votre écran. Veuillez prendre un moment pour répondre et nous allons partager les résultats. Bon, comme vous savez, la session d'aujourd'hui porte sur le développement et la mise en œuvre des stratégies de renforcement et d'apprentissage en protection de l'enfance en situation d'urgence. Nous savons que le renforcement des capacités de notre personnel, nouveau et même plus expérimenté, a été et continue à être un défi d'importance pour notre secteur. Notre secteur n'a pas une formation de base commune et a un bassin de personnel restreint. Chaque année, des centaines d'ateliers sont organisés pour le personnel, les partenaires, les homologues gouvernementaux, les groupes de bénévoles, les associations communautaires, les enfants, etc. Alors, comment pouvons-nous envisager cela de manière stratégique? C'est la principale question que nous allons aborder aujourd'hui. Le webinaire est prévu pour une durée d'1 heure à peu près et nous espérons que vous serez en mesure de rester avec nous jusqu'à la fin. Il y aura quelques occasions de poser des questions. Alors, s'il vous plaît, notez-les dans la boîte de discussion. Nous enregistrons cette session et elle sera disponible sur le site web de l'Alliance. Bon, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter notre conférencière, Hélène Villeneuve. Comme beaucoup d'entre vous le savent, Hélène a eu une carrière longue et variée dans le domaine de la protection de l'enfance dans situation humanitaire. Pendant plusieurs années, elle a fait partie de l'équipe de réponse rapide de CPWG. Moi, j'ai d'abord eu le plaisir de rencontrer Hélène il y a environ 14 ans. Même alors, sa passion était de renforcer les capacités sur le terrain. En tant que spécialiste de la formation pour la région de Mano, en Afrique de l'Ouest, au sein de Save the Children. Nous nous considérons très chanceux de l'avoir entre deux missions. Elle nous rejoint de Montréal. Et aujourd'hui, elle partagera avec nous quelques approches et outils pratiques qu'elle utilise, mais aussi des leçons apprises. Bon, bienvenue Hélène. Merci, Joanna. Bon, je vais partager l'écran. On va vous donner l'écran, si possible. Bon. Ça me donne des problèmes. Voilà. Pardon? D'accord, c'est toi, Hélène. Parfait, merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Donc, on va commencer. C'est ça. Excellent. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui de Montréal où il fait un peu froid. J'imagine que certains de vous, vous êtes dans un
un environnement, une ambiance un peu plus chaude. Je vous envie. Mais donc, on va commencer. Sur l'écran, vous avez le titre du webinaire d'aujourd'hui, Stratégie de renforcement des capacités en protection de l'enfance en urgence. Donc, je veux seulement mettre l'emphase sur les mots-clés. Donc, on va parler de stratégie, renforcement et capacité. Donc, avant d'aller dans le vif du sujet, je voudrais qu'on regarde qu'est-ce que nous disent les standards minimaux pour la protection de l'enfant en rapport à capacité, en rapport à renforcement des capacités et aussi en rapport avec la stratégie de renforcement de capacité. Est-ce que vous pouvez, ceux qui connaissent les standards minimums pour la protection de l'enfant, est-ce que vous pouvez seulement faire bouger la main pour nous dire, oui, on connaît les standards minimaux de protection de l'enfant? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, c'est super. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça nous dit sur les capacités. Donc, effectivement, ça nous dit de tenir compte des compétences du personnel. Ça nous dit d'avoir un nombre suffisant de personnel qualifié. Ça nous dit aussi de considérer les capacités locales, nationales, formelles et informelles qui existent même avant l'urgence. Ce sont des éléments qui sont mentionnés dans les standards. Il y en a d'autres, mais ça permet de se faire une idée principale de comment on aborde la perception de capacité et l'importance de bien comprendre, de bien saisir les capacités qui existent. Ensuite, qu'est-ce que ça nous dit sur le renforcement des capacités? Ça nous dit principalement d'avoir la possibilité pour l'ensemble du personnel en protection de l'enfant de continuer à se former et d'approfondir ses compétences. Mais aussi, on parle du personnel de protection de l'enfant, mais on parle aussi à chercher à inscrire la protection de l'enfant dans les interventions des autres secteurs. Dans le secteur des abris, de la nutrition, de eau et assainissement, et il y a toute une section dans les standards minimaux qui aborde la protection de l'enfant avec les autres secteurs, mais eux aussi, ils ont besoin d'appui pour être capables de prendre en compte la protection de l'enfant. Ensuite, le dernier aspect et qui va être abordé de façon plus intense aujourd'hui, c'est le thème principal de la présentation, c'est la stratégie de renforcement des capacités. Qu'est-ce que nous disent les standards minimaux? Ils nous disent que évaluer les capacités et besoins du personnel, c'est requis, c'est nécessaire pour pouvoir ensuite développer une stratégie de renforcement des capacités. On sait que les standards minimaux en protection de l'enfant ont été élaborés, développés, et la première version est sortie en 2012. Effectivement, depuis 2012 au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de travail qui a été fait par les professionnels, le personnel en protection de l'enfant pour mettre de l'emphase et travailler avec plus une vision stratégique pour le renforcement des capacités. Au moment, en 2012, il y avait peu d'éléments qui, effectivement, dans la version de 2012, il y a peu d'éléments, ce domaine-là de la stratégie est peu élaboré. Par contre, pour la prochaine version, la version numéro 2 des standards, on s'imagine qu'avec toutes les expériences qui ont été mises en place, en vue de mettre en place des stratégies de renforcement de capacité, va nous permettre que cet aspect-là soit beaucoup plus élaboré et donne beaucoup plus d'orientation pour les personnes qui voudraient mettre en place des stratégies de renforcement des capacités. Donc, on parle de capacité. Effectivement, on a tendance dans notre secteur et dans bien d'autres de mettre l'emphase sur ce qui manque, ce qu'on n'a pas. Mais en premier, les standards minimaux de la protection de l'enfance nous indiquent clairement de regarder ce qu'on a en premier. Donc, on va faire un petit exercice, un petit sondage pour connaître les capacités qu'on a autour de la table virtuelle. Effectivement, on est tous autour de la même table, même si on ne se voit pas. Donc, Johanna va
mettre, il y a 3 questions que vous allez avoir à répondre. Donc, on va regarder maintenant les questions. Oui, pardon. Oui, mais je suis dans un entretien téléphonique que je vous rappelle après. Bien sûr. Joanna? Oui, Euh, je m'entends. OK, parfait. Merci. D'accord. Donc, on peut voir que la plupart sont un grand mélange de tout le monde. C'était 89%. Et pour le troisième sondage, c'est à propos de la planification stratégique. Vous votez très vite cette fois-ci. Et je vais fermer le petit sondage. Et on va voir les résultats. Les résultats, c'est 25% d'entre vous. C'est toujours interagence. La moitié, 50%, c'est parfois. C'est entre agences. Parfois, la planification, c'est que votre agence. Rarement pour 17% et jamais 8%. D'accord? Donc, le résultat ici, c'est parfois, c'est la majorité. Et l'autre, c'était le renforcement des capacités dans vos postes actuels. La moitié des tâches. 26 à 50%, c'est 42% de vous. D'accord. Donc, à toi, Hélène. Merci beaucoup. Parfait. Donc, on va seulement bien définir, les capacités sont définies comme la combinaison de l'ensemble des éléments disponibles pour atteindre les buts convenus. Donc, c'est important de voir que c'est vis-à-vis quelque chose qu'on vise, que les capacités sont valorisées. Et la source, c'est les standards minimums, donc c'est intéressant d'utiliser les définitions communes qui ont été entérinées. Donc, voici une bonne source d'information. Donc,
Maintenant qu'on a bien regardé ce que les standards minimums nous disent sur le sujet du webinaire d'aujourd'hui, on va se rappeler les objectifs d'aujourd'hui du webinaire qui ont été bien clairement identifiés sur l'invitation que vous avez reçue. Donc, c'était de réfléchir sur les avantages d'une vision stratégique du renforcement des capacités pour votre organisation, mais aussi au sein de la coordination interagence. Et on voit que 25% de vous faites de l'interagence de façon régulière et quand même 50%, ça veut dire que quand même 75% travaillent de façon interagence parfois ou régulièrement. Prendre en compte diverses méthodologies telles que les ateliers de discussion, les sessions de coaching, les simulations, de voir comment on peut prendre en compte ces méthodologies-là dans la stratégie de renforcement des capacités, comprendre comment éviter que les initiatives de renforcement des capacités se limitent à un nombre de sessions de formation sans lien entre elles en urgence, ce qui avait été mentionné par Joanna dans son introduction, et de discuter d'études de cas, les principaux défis et pistes de solutions à travers les différentes phases du cycle de gestion. Donc, on va reprendre les phases du cycle de gestion et on va regarder qui compose finalement une stratégie et on va, dépendamment du temps qu'on a, on va pouvoir partager certains exemples sur le terrain. On va continuer maintenant que ça, c'est clair. Donc, on va regarder la définition du renforcement des capacités. Donc, le renforcement des capacités consiste en la consolidation des connaissances, des aptitudes, des compétences, des ressources pour aider les individus, les communautés, les organisations à atteindre des buts convenus. Donc, si on regarde quels sont les éléments qu'il faut se souvenir de cette définition, donc nos éléments clés, on parle d'un processus sur le temps, parce qu'on veut consolider, ça demande d'un processus au niveau dans le temps. On réfère aussi à des changements. On voit bien que la définition réfère à des changements. On parle aussi de qui sont les cibles, qui on vise. Donc, on parlait d'individus, communautés. Puis, on parle de notion de but. Dans quel but on fait le renforcement des capacités? Il y a un élément aussi que dans cette définition-là, on met un peu moins l'emphase, mais c'est un peu en sourdine, mais c'est présent, c'est quels sont les impacts pour la communauté d'avoir renforcé les capacités du personnel ou des différents individus impliqués. Donc, la notion de bien commun est aussi importante. On va parler de renforcement des capacités. Oups! En français québécois, c'est « oups, il y a un petit problème ». Donc, on voit bien la figure d'une personne qui est un petit peu soucieuse. Donc, on va regarder ce qu'on dit. On sait depuis plus de 126 ans que le cerveau humain retient peu en termes de mémoire. Des recherches en 1885 indiquent que chacun de nous oubliera 50% de ce qui a été enseigné au bout d'une heure s'il n'a pas pu les mettre en application pendant l'heure qui suit. Effectivement, si je regarde ce constat, je me dis oui, moi, ça s'applique dans mon cas. Je me sens très interpellée, ça a du sens pour moi. Est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent peut-être juste bouger la main aussi pour dire « Ah, moi aussi, je vois que c'est pertinent pour moi, je me sens interpellée par ça. Quand je ne mets pas en application ce que j'ai appris, j'ai tendance à l'oublier. Est-ce que je suis la seule à qui ça s'applique? Non, pas du tout. Il y en a beaucoup de mains élevées. Ah oui! Donc, vous voyez, j'ai un petit visage très triste dans le bas. Et le problème principal, c'est au niveau du processus. Donc, on regarde la définition que je viens de mentionner sur le renforcement des capacités. Il y avait une considération au processus. Effectivement, dans cet exemple-là, on n'a pas mis suffisamment d'emphase sur la qualité du processus. Et c'est ce qui se passe. Donc, on va regarder certains éléments de connaissance qui peuvent nous aider à un petit peu solutionner ce problème. Quelques considérations clés. Je n'ai pas la prétention aujourd'hui de présenter tous les éléments. Mais on va présenter quelques éléments clés et là, on va aborder
quel type de savoir? Je pense que pour plusieurs de vous, ça va être une révision, mais c'est effectivement de voir comment ces éléments-là sont clés lorsqu'on élabore une stratégie. Donc, on parle de savoir. Et donc, un autre terme qu'on utilise de façon interchangeable, c'est des connaissances. Donc, un exemple d'un savoir, c'est d'être capable d'expliquer les techniques de résolution de conflits. Donc, certaines personnes, ils ont besoin d'avoir ce savoir-là dans leur travail. Et lorsque on fait du renforcement des capacités, des sessions de formation ou autres, des méthodologies qui sont pertinentes pour ça, c'est des lectures on peut commenter, on peut discuter, mais une lecture, à partir d'une lecture, d'un document de lecture, un texte, après, on peut en discuter. Des fois, c'est aussi d'observer, où on peut apprendre des connaissances. Des fois, c'est des exposés magistraux, des fois, c'est des questions et des réponses. Mais de toute façon, pour tout type de savoir, plus la personne apprenante est impliquée, fait une action, on apprend mieux et on se souvient. Donc, même pour une connaissance, si on fait une lecture commentée puis on en discute, il y a des chances qu'on retienne mieux que si c'est seulement un exposé magistral que quelqu'un d'autre fait pour nous, fait devant nous, et qu'on n'a pas aucune interaction pour nous aider à mieux se souvenir. Donc, c'est aussi à prendre en compte pour que le problème qu'on a mentionné précédemment, d'oublier si on ne met pas en application, ça, ce sont des petits trucs pour nous aider à favoriser le processus d'apprentissage. Un savoir-faire. On a différents termes qu'on utilise aussi, c'est aptitude, technique, et j'ai mentionné incluant les techniques intellectuelles, donc les compétences intellectuelles. Si on analyse, si on fait une synthèse, souvent on a plutôt tendance à référer au savoir-faire par des savoir-faire manuels, mais des savoir-faire intellectuels d'analyse, de synthèse font aussi partie de ce qu'on considère des savoir-faire. Donc, en lien avec le même exemple que précédemment, un savoir-faire pourrait être capable d'utiliser les techniques de résolution de conflits. Donc, si on veut être capable de favoriser cet apprentissage-là ou de consolider l'apprentissage, cette compétence-là, on va utiliser des méthodologies un petit peu différentes, d'exercices pratiques, des simulations, des études de cas. Donc, on a aussi des savoir-faire, on parle d'attitude et dans le domaine de la protection de l'enfant, la question d'attitude, elle est centrale. Donc, exemple, en lien avec le même exemple que précédemment présenté, capable de faire preuve d'écoute et de neutralité lors de processus de résolution de conflits. Donc, des exemples de méthodologie, il y en existe d'autres, des jeux de rôle, simulation. Donc, effectivement, c'est important de prendre la bonne méthodologie par rapport au type de savoir qu'on veut permettre de favoriser. Des fois, on va vouloir que les gens sachent comment utiliser les techniques de résolution de conflits, mais malheureusement, dans la méthode d'apprentissage, on va utiliser une méthode qui favorise peut-être seulement l'apprentissage de connaissances. Donc, cette corrélation-là, elle est importante entre le savoir qu'on veut développer et la méthodologie. Donc, renforcement des capacités. Oups, donc, on a un autre petit problème qu'on va mettre devant. Ils ont mis les apprenants dans une salle de classe, leur ont enseigné, les ont testés et malgré qu'ils aient réussi le test, les gestionnaires se sont aperçus qu'à leur retour dans leur milieu de travail, leur façon de travailler est restée la même et leur performance ne s'est pas améliorée. Effectivement, c'est aussi mon cas. Ça m'est déjà arrivé de participer à des formations et rendu au travail, la capacité de transférer dans mon milieu de travail les nouveaux acquis pour différentes raisons, je n'ai pas toujours réussi. Est-ce que je suis la seule qui se sent comme ça? Non, au moins 3, 4, 5, 6 personnes sont pareilles. Donc, effectivement, je me sens au moins pas la seule, mais j'aurais préféré être la seule. Mais bon, donc, si on regarde le problème, si on regarde encore notre définition et on regarde
peut-être où on a peut-être manqué où on devrait renforcer, c'est un changement qui n'est pas durable. Donc, quand on parle de changement dans la définition de renforcement des capacités, c'est que le changement devrait être durable, donc et transférable. Donc, effectivement, on voit que dans ce cas-là, c'est pas le cas. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour nous aider que ce type de situation-là se présente le moins possible ou de moins en moins. Donc, quand on parle du modèle 70-20-10, je pense, peut-être que je vais vous l'introduire. Vous allez voir que on le connaît quand même peut-être pas comme modèle 70-20-10, mais dans le contenu, vous allez vous reconnaître. Donc, on parle d'apprentissage expérientiel, donc on-the-job training. Je voulais juste m'assurer que c'est vrai que apprentissage expérientiel, on l'utilise peut-être pas si souvent, mais c'est dans le milieu de travail, c'est les apprentissages qu'on fait. Donc, ce que les recherches disent, c'est que approximativement 70% des apprentissages requis pour effectuer une nouvelle tâche, on les apprend sur le terrain, dans notre travail. Il y a des façons de favoriser ces apprentissages-là, mais à peu près 70% sont appris sur le terrain, on the job training. Donc, des façons de favoriser cet apprentissage sur le terrain, dans le travail, dans le milieu de travail, c'est des pratiques supervisées où on va être soit observé par un père, par un superviseur externe des fois, pour nous aider à mieux mettre en application dans notre travail. Et des fois, c'est aussi de nous donner accès de l'information à des moments opportuns où on a des nouveaux défis et on a besoin de l'information spécifique pour nous aider à mettre en application. Il y a beaucoup d'autres exemples, mais ce sont deux qu'on peut considérer. Il y a aussi l'apprentissage par les pairs. On a la même chose, les recherches disent qu'à peu près au moins 20% des apprentissages requis, les nouveaux apprentissages requis pour effectuer une nouvelle tâche, s'apprennent par les pairs. L'exemple des mises en réseau, interne et externe, appui conseil, promotion de la collaboration et de l'entraide au sein du milieu de travail. Ce sont des façons qu'on renforce, qu'à travers les pairs, on puisse aussi apprendre et mieux faire notre travail. Puis, en dernier point, l'apprentissage formel. Donc, et l'apprentissage formel, on peut parler de sessions de formation en ligne, face à face et autres. Les recherches nous disent que seulement à peu près 10% des apprentissages requis pour faire une nouvelle tâche sont appris à travers un apprentissage formel. Et par contre, dans notre milieu, dans bien des milieux, l'apprentissage formel représente le plus grand pourcentage du temps de renforcement des capacités. Et un autre aspect qui serait intéressant, c'est lorsqu'on utilise des apprentissages formels, c'est un excellent lieu pour exercer des nouveaux acquis, des nouvelles attitudes, des nouveaux savoir-faire, sans avoir peur de l'échec du milieu de travail. Donc, de plus en plus, on nous recommande d'utiliser l'apprentissage formel pour être capable d'exercer sans peur de l'échec. Et que ce soit un milieu sécurisant pour être capable de faire des erreurs et d'apprendre. Mais on n'a pas toute la question du milieu de travail, de l'évaluation. Donc, ça, c'est de plus en plus comment on peut utiliser de façon très qui nous amène les résultats voulus de l'apprentissage formel. Donc, il y a deux sources ici. Ce sont un petit vidéo en anglais sur le modèle 70-20-10. Mais effectivement, ce qui est intéressant, et on va en discuter dans la stratégie, c'est de voir comment on peut mettre davantage l'emphase sur l'apprentissage expérientiel et l'apprentissage par les pairs dans le cadre d'une stratégie de renforcement des capacités. On n'a pas toutes les réponses parce que ça ne se fait pas de façon aussi systématique que ça devrait se faire. On a mis beaucoup plus d'emphase sur les apprentissages formels, donc les sessions de formation. Mais on reviendra et ça vous permet de réfléchir dans votre propre contexte, qu'est-ce que vous avez tendance à faire? Plutôt de l'apprentissage formel, jusqu'à quel point vous renforcez, vous utilisez aussi l'apprentissage par les pairs et l'apprentissage expérientiel.
on pourra réfléchir à ça un petit peu plus tard lorsqu'on abordera la stratégie. D'autres considérations qu'on pourra reprendre exactement dans le cadre de la stratégie, c'est le rôle des gestionnaires. Les gestionnaires doivent être impliqués dans le processus de renforcement des capacités. Et après, c'est de voir quel est leur rôle, comment ils peuvent jouer un rôle qui va contribuer au processus de renforcement des capacités, car le 70 et le 20, donc si on regarde le 70, on parle de l'apprentissage expérientiel et le 20, l'apprentissage par les pairs, car ça requiert leur support pour créer des opportunités et pour permettre de pratiquer et d'essayer de nouveaux rôles dans le milieu de travail. On a besoin de leur appui. Puis aussi, le standard minimum de protection de l'enfant a aussi une référence en page 50 dans le standard 2 sur les ressources humaines sur l'engagement de l'organisation pour favoriser le renforcement des capacités. Donc ça, vous pouvez aussi vous référer davantage par la suite au standard numéro 2. Aussi, une autre considération qui est importante, c'est de regarder l'environnement. L'environnement de travail, donc l'absence d'un environnement interne et externe propice empêchera le personnel formé de performer de façon optimale. Donc aussi, si on malgré qu'on pourrait avoir en place une stratégie de renforcement des capacités qui prend en compte toutes les considérations que j'ai mentionnées précédemment, et bien d'autres considérations que je n'aurai pas la possibilité de mentionner aujourd'hui. Malgré tout ça, si l'environnement interne et externe n'est pas propice, on ne pourra pas nécessairement mettre en place et on ne pourra pas performer de façon optimale. Exemple, j'ai pris 2 exemples d'environnement interne. On pourrait prendre des aspects d'environnement externe aussi qui influencent, mais on va se focusser aujourd'hui sur 2 exemples d'environnement interne. Donc, la politique de rétention du personnel. Donc, des fois, si la politique de rétention qui est sous la responsabilité des ressources humaines pourrait avoir un impact positif ou négatif sur la question de pouvoir performer de façon optimale s'il y a beaucoup de turnover, de départ de personnel, ben, ça va avoir un impact sur la performance et aussi un impact sur peut-être d'exacerber la nécessité de faire plus de renforcement des capacités. Et aussi la politique de bien-être, particulièrement en urgence, de well-being, si cette politique-là, l'absence de cette politique-là au sein de l'organisation peut aussi avoir un impact sur la qualité de la performance, même si on a été bien formé. Et je suis certaine qu'il y a beaucoup d'autres idées qui peuvent vous venir en tête. Donc, après, on verra quelles sont les actions additionnelles qu'on doit aussi prendre pour être capable de minimiser les effets négatifs de l'environnement interne et externe. Donc, les standards minimums de protection de l'enfant disent que les processus de recrutement et les politiques de ressources humaines comprennent des mesures de protection des filles et garçons contre l'exploitation et les abus commis par les travailleurs humanitaires. Donc, la protection des filles et garçons va au-delà seulement du domaine des acteurs de protection de l'enfance et touche l'ensemble des travailleurs humanitaires. Donc, les mesures des ressources humaines vont aussi contribuer au travail de renforcement des capacités de notre secteur. Stratégie de renforcement des capacités. Un autre petit oups. Donc, je reprends le constat que Johanna a mentionné au début de la session, que des centaines d'ateliers sur la protection de l'enfant sont organisés pour le personnel, les partenaires, les homologues, les gouvernementaux, les groupes de bénévoles, les associations communautaires, les enfants, mais globalement sans vision stratégique. Et on veut être capable de bouger commencer à renforcer de plus en plus cette vision stratégique-là. On sait qu'il y a des exemples sur le terrain qui vont davantage de plus en plus dans cette direction-là. Minimalement, on a une conscience qu'il faut aller dans cette direction-là. Donc là, je vous demande de réfléchir personnellement
On n'aura pas, même si vous ne le partagez pas aujourd'hui, peut-être avec vos collègues par la suite, jusqu'à quel point ce constat reflète la situation de votre organisation ou de votre groupe de travail en protection de l'enfant dans votre milieu. Ça, ce que Joanna présentait, c'est un constat général, mais c'est de voir jusqu'à quel point ce constat-là reflète aussi votre situation. Je vous donne quelques secondes pour y penser et après on va poursuivre. Puis aussi de réfléchir, quels sont les aspects de la définition que vous considérez dans votre milieu qu'on devrait renforcer? L'aspect du processus, l'aspect de changement durable, l'aspect de cible. Après, on va en discuter un peu plus, la question de cible. La notion de but, pourquoi on le fait? À quoi ça sert? Et le renforcement contribue à quoi au sein du personnel, puis de notre travail, mais aussi une notion de bien commun. Le renforcement des capacités contribue à quoi dans la communauté, dans le bénéfice pour les bénéficiaires, les personnes affectées par l'urgence, entre autres. Donc là, on va faire une discussion de groupe par écrit. Donc, vous avez votre boîte où vous pouvez écrire. Donc, si vous avez juste un ou deux mots, quels sont les principaux effets et défis que vous avez rencontrés du constat du constat qui est mentionné, des centaines d'ateliers sont organisés, mais il n'y a pas de vision stratégique ou il y a peu de vision stratégique. Quels sont les effets de ça dans votre propre milieu? Un exemple pourrait être, il y a une duplication de formations qui on a tendance à répéter un peu les mêmes formations, on a tendance à développer des manuels de formation sur le même sujet plus qu'une fois, étant donné qu'on le fait de façon individuelle et sans vision stratégique. Ça pourrait être un des effets pernicieux de cette approche-là. Est-ce que vous avez, vous, des effets que vous voyez dans votre milieu à partir du fait que cette situation-là existe? Est-ce qu'on écrit quelques mots pour nous aider, nous, à voir quels sont les effets dans votre milieu? Oui, vous pouvez utiliser la petite boîte à chat et partage-le avec tout le monde. Non, on a un groupe silencieux. Ah bon. Non, rien pour l'instant. Pour l'instant, peut-être juste demander, est-ce que ce constat-là, vous l'observez dans votre propre milieu? Est-ce que c'est un constat qui reflète votre propre milieu? Écrivez oui ou non. Peut-être juste pour qu'on sache, avec la première question, jusqu'à quel point ce constat reflète la situation de votre organisation ou votre groupe de travail dans votre propre milieu. Est-ce que ça reflète ou, dans votre contexte, c'est plus ou moins ce qui se fait? Bon, en attendant, oui et non, on a eu une réponse de Cola Togo. Oui. Un défi, c'est la participation communautaire. Bien. Et on a, oui, besoin de mieux cibler les cibles. Et si celles-ci ont déjà été formées, besoin de coordination d'Alexia. Et beaucoup de oui, oui, oui. OK, parfait. Merci beaucoup à tous. Donc, on va poursuivre. Donc, on a notre définition de stratégie de renforcement des capacités. Donc, une stratégie, on a déjà une bonne définition de renforcement des capacités. Donc, c'est un ensemble d'actions qui sont coordonnées et d'opérations en vue d'atteindre un but précis sur du moyen et du long terme. Donc, on voit bien toute la question de processus. Et on voit par contre toute la question d'actions qui sont coordonnées. Et la situation actuelle, c'est peut-être de là où il faut bouger davantage, il faut progresser et renforcer, c'est toute la question d'action coordonnée. Donc,
on parle dans notre définition que c'est une notion de processus. Donc, dans nos discussions qui vont poursuivre, on va essayer de faire des liens avec, de façon générale, tout ce qu'on a présenté jusqu'à date dans notre présentation devrait nous aider à regarder comment on travaille à travers les phases du cycle de gestion. Donc, les phases du cycle de gestion, ça nous donne une notion de processus. Il y a une étape qui va suivre une autre étape et ainsi de suite. Donc, on voit bien la notion de processus qui est reflétée par tout ce qui est le cycle de gestion. Le cycle de gestion, on l'utilise dans toutes sortes, pour différentes, pas seulement pour le renforcement des capacités, pour la stratégie de renforcement des capacités, on l'utilise aussi pour développer une réponse. On va faire de l'évaluation des besoins, la planification. Donc, on l'utilise, c'est un cycle de gestion qui est, les phases du cycle de gestion qui sont assez standards. Ces étapes-là sont inspirées du cycle de gestion de OCHA. Et un des aspects qu'on a un petit peu adapté, c'est que souvent on utilise évaluation et analyse des besoins, mais je pense que c'est essentiel maintenant de vraiment refléter l'analyse de besoins et des capacités. Et ça, on en a un peu parlé au début de la présentation. Donc, tout ce qu'on a parlé précédemment peut nous aider à mieux effectuer chacune de ces phases-là. Donc, ce qu'on va faire dans les 5 diapositives qui suivent, c'est de regarder une phase après l'autre. Et la façon qu'on va procéder, là, on va regarder l'évaluation et analyse des besoins et capacités. On va avoir une série de questions clés qu'on ne va pas nécessairement aborder tout aujourd'hui, mais c'est aussi pour vous aider à vous rappeler de ces questions-là lorsque vous faites le travail. Il y en a d'autres, mais ce sont des questions clés que moi, j'ai beaucoup utilisées et qui m'ont aidé à mieux faire le travail. Et j'imagine que par la suite, vous pourrez avoir vos propres questions clés, des questions que vous pouvez peut-être reprendre de celles-ci, en rajouter d'autres. Donc, une des choses qui est importante, c'est de prendre en compte, qu'on a mentionné un peu précédemment, c'est quelles sont les capacités en protection de l'enfant, quels sont les mécanismes de renforcement des capacités qui existaient avant l'urgence. Et plus on travaille à partir de ce qui existait, et ça nous permet d'avoir une bonne base. Et ça permet aux acteurs qui ont fait le travail pendant le développement, entre autres, de sentir qu'ils sont reconnus. Donc, ce sont des questions qu'il faut répondre pendant cette étape-là. Donc, une autre question, c'est quels sont les principaux défis rencontrés dans le cadre du travail en urgence? Moi, je me suis aperçue que lorsque je posais la question « Quels sont vos besoins de formation? » que c'était assez difficile de savoir qu'est-ce qu'on avait besoin. J'avais l'impression que je réussissais mieux lorsque je posais la question « Quels sont vos principaux défis? » Et à partir des défis, j'étais davantage en mesure d'extraire les différents savoir-faire, savoir-être, qui devraient être renforcés pour être capables de performer de façon plus satisfaisante avec les nouveaux défis que l'urgence pose. Aussi, quel est le potentiel et les limites du renforcement pour solutionner les défis? On parlait un petit peu plus tôt de l'environnement interne et externe, qui joue sur la question de renforcement des capacités. Ce qui est important aussi de voir, c'est dans les défis, jusqu'à quel point le renforcement des capacités a le potentiel de contribuer à minimiser ou à solutionner le défi, et quels sont les aspects qui ne peuvent pas être solutionnés à travers le renforcement des capacités. Et ça permet aussi de bien définir jusqu'à quel point le défi peut être solutionné par le renforcement des capacités. Souvent, on est trop ambitieux, on a l'impression que le renforcement des capacités peut solutionner tout. Et je pense que c'est bien important de distinguer dans le défi ce qui peut être solutionné par le renforcement des capacités et quelles autres actions doivent être entreprises pour être capable d'être le plus performant dans le milieu de travail. Exemple, des fois, ça va être
une stratégie de plaidoyer qui va pouvoir être mise en place en parallèle pour aussi aborder certains aspects qui ne peuvent pas nécessairement être solutionnés par le renforcement des capacités. Et quelles sont les méthodes et cibles pour la collecte d'informations? Donc, il y a différentes méthodes et cibles qu'on peut utiliser. Je vais juste mettre ça et après, je vais vous donner un exemple. Quels documents peuvent être utilisés durant cette phase pour être capable d'évaluer et d'analyser les besoins et capacités? Je vais vous présenter rapidement un petit exemple du groupe de travail Protection de l'enfant au Mali, où j'étais là. Des fois, ce processus-là d'évaluation peut être très rigoureux, très extensif, mais dans certains cas où on a l'impression, on sent le besoin de commencer rapidement le renforcement des capacités. Ce que nous, on a fait, une des méthodes qu'on a utilisées pour collecter l'information, c'était lors d'une réunion de coordination avec tous les acteurs présents. Et sur la base d'une évaluation des besoins sur le terrain où on avait les secteurs, les thématiques de protection de l'enfant étaient ressorties, qui avaient davantage été exacerbées sur le terrain, soit la séparation des enfants, des familles, c'était toute la violence qui avait été exacerbée. À partir de ce petit document-là, on a été capable rapidement de regarder en groupe, dans le forum, dans la réunion de coordination, de pouvoir faire un document de base très préliminaire, mais qui nous donnait déjà qui avait les capacités de répondre à ces différentes thématiques-là. Est-ce que le besoin sur cette thématique-là sur le terrain allait au-delà des capacités de réponse des acteurs? Et aussi qui pouvait aider à renforcer les compétences des autres acteurs. Donc, rapidement, en réunion de coordination, on a pu faire une sorte de débauche des besoins et de renforcement des capacités qui nous a permis déjà d'avancer. Par contre, des fois, l'important, c'est de pouvoir commencer et des fois, peut-être qu'on n'aura pas, on sentira que tout n'est pas parfait dans notre évaluation et analyse des besoins et des capacités, mais on aura l'occasion pendant les autres phases de continuer à peaufiner notre compréhension des besoins et des capacités. Parfois, dans certains contextes, on doit aller plus rapidement et moi, je travaillais tout récemment avec l'UNICEF France où on a pu avoir davantage de temps pour être capable de vraiment consulter autant les gestionnaires que les personnes de première ligne sur le terrain pour nous aider à mieux comprendre les besoins et les capacités puis pour être capable de développer la stratégie. Donc, dépendamment du contexte dans lequel on se trouve, on va utiliser des méthodes différentes. Donc, les questions clés, on ne va pas toutes les aborder, mais ce sont des points de référence pour cette étape-là, cette phase-là. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions sur cette phase-là, vous pouvez les noter. Et Johanna va me les lire et on va tenter d'y répondre et on va passer à la prochaine étape. Vous voyez 3 points de suspension. Ça montre que c'est un processus. Après l'évaluation et l'analyse des besoins, il y a quelque chose d'autre qui va être poursuivi, qui vient après, mais qui s'appuie sur l'évaluation et l'analyse des besoins et capacités, qui s'appuie sur les phases antérieures. Oui, Hélène, j'ai une question et un commentaire. Le commentaire est de Karine. Elle dit, cette question est très intéressante car parfois, c'est comme si on demandait aux personnes de dire les lacunes dont ils n'ont pas toujours conscience. Donc, c'est très intéressant de partir des défis. Mais la question, c'était de Kwame. Il dit, vu la multiplicité d'acteurs sur le terrain, qui chacun offre des formations dans la protection d'enfance, y a-t-il pas le risque de donner des informations avec des différences perturbantes? Ne faudrait-il pas penser à une formation standard à contextualiser, mais avec des informations claires et uniformes? Merci beaucoup pour les 2 commentaires et pour le commentaire et la question. Si on regarde
la question qui a été posée, est-ce que c'est bien d'avoir des modules de formation standardisés? Et je pense que on va en parler un peu davantage dans la mise en œuvre, dans l'étape, dans la phase de mise en œuvre qui va venir dans 2 ou 3 diapositives. Effectivement, plus on a des bonnes bases solides et harmonisées dans les modules de formation, et après on contextualise effectivement le contexte de travail. C'est clé pour favoriser l'apprentissage, mais moi, je pense qu'on voit que de plus en plus dans notre secteur d'intervention, on essaie de développer des bonnes bases de modules de formation qui sont par la suite adaptés. Et l'approche de coordination permet de plus en plus, et on voit déjà que vous êtes 75% de ceux qui participent au séminaire qui a une approche de coordination. Donc, effectivement, je pense que dans votre forum de coordination, vous avez une influence pour améliorer cette harmonisation-là des modules de formation. J'espère qu'on a répondu et on espère que on verra peut-être approfondir cette question-là dans la phase de mise en œuvre. On va passer à la prochaine étape, qui est la planification. Donc, effectivement, vous voyez, il y a des points avant et des points après la planification. Ça veut dire que la planification s'appuie sur la mise en œuvre, sur l'identification des besoins et capacités de renforcement des capacités. Donc, il y a une phase qui vient avant, il y a une phase qui va venir après aussi. Pardon, je regarde si mes petites notes. Donc, parfait. Planification. Donc, quand on fait de la planification, on va planifier la stratégie, mais aussi on va planifier les activités. Pour chacune des activités, on va avoir aussi un processus de cycle de gestion. On va regarder la planification, on va regarder aussi toutes les étapes. Mais là, on va se tenir un petit peu plus au niveau de la stratégie, mais on nie pas que le même processus de cycle de gestion doit s'appliquer quand on met en place des activités chacune des activités de renforcement des capacités. Donc, des questions clés. Je vais vous les mettre au complet. Donc, on va se poser la question, quels sont les buts visés par la stratégie? Vous vous souvenez, dans la définition, on a des buts. Et ça, c'est très essentiel. C'est essentiel de savoir quel est le but visé par la stratégie. Quelles sont les thématiques à prioriser? Quels sont les principaux publics cibles? Et comment favoriser un processus interagence, mais aussi avec les autres secteurs. Donc, il y a plusieurs de vous qui avez indiqué que vous travaillez en interagence et que vous planifiez en interagence, soit des activités ou soit une stratégie de renforcement des compétences. Donc, peu importe si votre travail se fait au niveau de planifier des activités de renforcement des compétences ou une stratégie dans son ensemble, si vous avez des bonnes pratiques ou aussi des facteurs qui font en sorte que c'est difficile de le faire de façon interagence, ça serait bien de mettre des commentaires dans la boîte et de pouvoir partager. Parce que, comme on voit, il y en a qui le font, il y en a qui le font parfois, il y en a qui le font souvent. Et je pense qu'entre vous, si on peut partager des bonnes pratiques et même des contraintes que vous avez pour qu'on puisse échanger. Donc, on vous donne quelques minutes pour écrire des commentaires dans les boîtes. Est-ce qu'on a quelque chose, Joanna?
Non, pas pour l'instant. J'ai une question, mais c'était sur l'autre étape. Ce qu'on pourra faire, c'est par la suite prendre les questions puis de partager des réponses parce que je pense qu'on n'aura pas la chance. Il est déjà 10h55. Le temps passe très rapidement. Donc, peut-être qu'on pourra partager des réponses à ces questions-là dans un mail qu'on pourra le remettre. Donc, peut-être juste, moi, j'aimerais juste mettre l'emphase sur les principaux publics cibles. C'est très important de pouvoir bien cibler qui pourraient profiter des nouveaux savoirs, des nouveaux savoir-faire et qui vont vraiment les utiliser. Par le passé, on pouvait avoir tendance à dire on va envoyer telle personne, des gestionnaires sur certaines sessions de renforcement des capacités, mais que finalement, cette personne-là n'était pas pour les mettre en application. Donc, vraiment bien cibler pour chacune des formations qui peut profiter du renforcement des capacités et qui va mettre en application, parce que souvenez-vous, on a besoin de démontrer et d'avoir des changements sur le terrain. Donc, si on n'a pas les bonnes personnes qui sont visées par les sessions, par les efforts de renforcement des capacités, ben, c'est évident qu'on n'aura pas les changements. Et ça nous donne plus de crédibilité, plus on est capable de démontrer qu'effectivement, nos efforts de renforcement des capacités donnent des résultats sur le terrain, ben, plus facile ça va être de convaincre les bailleurs de fonds, de convaincre même les organisations d'envoyer le personnel et de contribuer aux efforts de renforcement des capacités. Donc, ça, c'est quelque chose qui est clé. Donc, on va continuer. Donc, la mobilisation des ressources. Donc, toujours, on peut l'avoir sur deux niveaux, stratégie, activité. Quelques questions clés qu'on peut se poser. Donc, comment on fait usage des ressources qui sont disponibles pour le développement? Là, il y en a qui sont dans des urgences complexes, mais ceux que c'est une urgence soudaine, parfois, il y a des ressources humaines, des ressources matérielles, des ressources financières qui existent et qu'on pourrait peut-être voir comment les utiliser. Comment interagir avec les bailleurs de fonds? Et en interagence, c'est souvent d'avoir un discours commun et les bailleurs de fonds, si on a une stratégie de renforcement des capacités où on voit que finalement, ce que la personne qui posait la question, les bailleurs de fonds voient que on n'aura pas de duplication multiple, de divergence dans les formations, que c'est harmonisé, que les contenus sont bien réfléchis, ben, on peut plus facilement les convaincre. Et aussi, est-il possible de mettre en commun les ressources disponibles pour débuter? Un exemple que sur le terrain où j'étais présente comme coordonnatrice du groupe de travail protection enfants au Cameroun, il y avait très peu de financement disponible, même si on avait regardé qu'est-ce qui existait avant. Il y a eu une petite urgence dans le Nord, une urgence soudaine. Et ce qu'on a fait, on a mis en commun des ressources disponibles pour pouvoir débuter le processus de renforcement des capacités et d'être mieux en mesure de répondre à l'urgence. Donc, chaque organisation qui était intéressée a apporté des ressources et on a pu plus facilement mettre en place quelque chose, voir des résultats et pendant cette période-là, être capable de faire les démarches requises pour récolter des fonds pour être capable de poursuivre le travail de renforcement des capacités. Et une des choses aussi qui est importante de voir, dans une diapositive plus tôt, lorsqu'on parlait d'apprentissage formel, dans les sessions de formation, c'est ce qui coûte le plus cher. Ça coûte plus cher de ressources humaines parce qu'il faut extraire les ressources humaines de leur milieu de travail pour les former. Ce sont des coûts et c'est une des façons de faire aussi, c'est de renforcer toute la partie d'apprentissage expérientiel et apprentissage par les pairs. Lorsque les financements sont moindres, plus on va renforcer ce type d'apprentissage dans le milieu de travail, ben, ça peut aussi diminuer les coûts
les coûts, les ressources financières requises, mais aussi ça augmente l'efficacité, comme c'était bien indiqué plus tôt. Donc, si vous me permettez, je vais poursuivre pour être capable de couvrir le contenu et ne pas trop dépasser. Déjà, il est 11h01. Joanna, est-ce que tu me proposes de terminer la présentation maintenant ou de continuer rapidement sur les 2 autres diapositives? Non, je crois que c'est important, pas trop rapidement. Si les gens ne peuvent pas rester avec nous, on comprend, mais je crois que c'est bien. On a beaucoup de discussions et beaucoup de commentaires dans le chat, donc les gens s'intéressent beaucoup. Excellent. Donc, veux-tu partager avec moi des commentaires additionnels? Peut-être on peut en discuter dès que vous avez terminé, dès que tu as terminé la présentation. Au complet, parfait. OK. Parfait. Donc, je vais continuer. Donc, avec les bailleurs de fonds, juste peut-être pour compléter ce que je disais, plus on va montrer qu'on est efficace. Je pense qu'il y a aussi un passif un peu négatif par le passé où il y a eu beaucoup d'efforts de renforcement des capacités qui n'ont pas toujours abouti et donné les changements requis sur le terrain. Et je pense qu'il faut davantage démontrer que ces efforts de renforcement des capacités est efficace. Plus on va pouvoir vraiment s'assurer de mettre tout en œuvre pour avoir des changements sur le terrain, plus ça sera facile d'interagir avec les bailleurs de fonds et de voir en sorte de pouvoir avoir des ressources pour faire pour couvrir couvrir les actions qui requièrent des ressources financières additionnelles. Et c'est aussi possible de commencer à mettre en place une stratégie de renforcement des capacités, même si on n'a pas tout le financement disponible. Et c'est ce qu'on a fait au Cameroun. On a commencé et par la suite, ça a été plus facile de collecter et d'avoir des ressources additionnelles pour continuer à mettre en œuvre la stratégie. Donc, la mise en œuvre. Donc, quelques questions clés. Comment maximiser les opportunités d'apprentissage en incluant l'apprentissage expérientiel et par les pairs dans la stratégie? Et je pense qu'on a, du moins de mon côté à moi, je pense que c'est graduellement où j'ai pris conscience que dans la stratégie, il faut aussi inclure de façon beaucoup plus claire comment on utilise l'apprentissage expérientiel et l'apprentissage par les pairs dans la stratégie et que l'aspect d'apprentissage formel, c'est une seule partie. Ce n'est pas l'ensemble de la stratégie de parler seulement d'apprentissage formel. Et je pense que graduellement, on a quelques petites expériences, mais je pense que c'est vraiment une piste d'amélioration pour notre secteur. De vraiment l'inclure de façon noir sur blanc, comment on utilise ces 2 aspects-là qui donnent qui contribuent énormément à prendre de nouvelles tâches dans notre travail. Et donc, quelle méthodologie utiliser en fonction des savoirs? Donc, ça, on en a parlé un peu plus tôt. Comment assurer les liens entre les différentes activités de renforcement des capacités? Donc, un peu plus tôt, on mentionnait qu'effectivement, plus les modules de formation seront harmonisés et après contextualisés, ça donne plus de force à notre secteur, plus de crédibilité et plus d'efficacité et d'harmonisation sur le terrain. Mais aussi, dans la stratégie, une activité de renforcement des capacités qui a été donnée lorsqu'on poursuit dans la mise en œuvre des différentes activités incluses dans la stratégie, c'est important de faire des liens avec ce qui s'est fait avant. On construit, c'est ça l'idée de processus dans la stratégie, c'est qu'on construit à partir des activités précédentes par rapport à ce qui s'en vient après. Ce ne sont pas des modules en silo, ce sont des modules où on doit faire les efforts de montrer des liens entre elles. Parce que des fois, les contenus reviennent et il faut pouvoir attacher tout ça ensemble, dans la mesure du possible.
on sait que des fois, les cibles ne sont pas les mêmes, mais je pense que au moins d'y réfléchir, de voir comment on peut créer les liens entre les différentes activités de renforcement des capacités est importante. Donc, comment contribuer à l'identification de nouveaux besoins et capacités pendant cette phase? On sait que souvent, on utilise la phase de mise en œuvre des différentes activités de renforcement des capacités pour identifier de nouveaux besoins et capacités. Donc, si un peu ce que je disais au début, si pendant la phase d'identification des besoins et capacités, parfois on doit un petit peu accélérer et passer à la phase de planification et de mise en œuvre, on peut aussi, lorsqu'on est rendu dans la mise en œuvre, on peut se servir de cette phase-là pour identifier de nouveaux besoins et capacités et bonifier finalement notre phase numéro 1. Comment impliquer les gestionnaires dans la mise en œuvre de la stratégie de renforcement des capacités? Je vous donne un petit exemple avec UNICEF France. Effectivement, c'est un pays européen, mais avec la situation le flux important de migrants et de réfugiés, ils ont eu à contribuer au renforcement des capacités pour être capable de répondre à la situation qui a en France vis-à-vis de l'arrivée plus massive de réfugiés et de migrants. Une des choses qu'on a faites, c'était vraiment, je pense qu'on n'a pas tendance à impliquer les gestionnaires, ou on a très peu tendance à impliquer les gestionnaires dans la stratégie. On a tendance, du moins, même dans mon expérience, de focuser davantage par rapport aux personnes qui vont travailler directement avec les familles, les enfants. Mais dans ce cas-là, ce qu'on a fait au niveau des gestionnaires, bon, premièrement, on les avait impliqués dans l'identification des besoins et des capacités. On les a aussi impliqués à assister à une partie de la formation où c'était des bases communes, où les gestionnaires pouvaient mieux comprendre de quoi il s'agissait. Et après la session de formation, qui a duré quelques jours, on a réuni les gestionnaires pour voir comment eux pouvaient faciliter et appuyer leur personnel pour être capable de voir, pour pouvoir mettre en place les nouvelles compétences acquises et du moins de réfléchir ensemble avec les gestionnaires. Donc, on a eu une session, les différents gestionnaires, c'était une formation interagence. Donc, les différents gestionnaires réfléchissaient de voir comment on va être capable de continuer et que ça ne soit pas juste une session et après qu'on oublie. Donc, ils voulaient voir, ils ont identifié comment ils pouvaient contribuer, qu'il y ait des changements dans leur milieu de travail en appuyant ceux qui avaient participé à la formation et de s'assurer comment d'autres personnes de leur organisation qui n'avaient pas suivi la formation puissent aussi bénéficier de ces apprentissages. Effectivement, je pense qu'on ne fait pas suffisamment appel à eux. Je pense que ma première recommandation, ce serait de les rejoindre davantage, de montrer l'importance de comment ils peuvent contribuer et comment ils peuvent en faire en sorte que dans leur milieu de travail, à cause du 70 et 20 qu'on mentionnait plus tôt, ils ont un rôle à jouer. Et effectivement, la réponse des gestionnaires a été incroyable. Elle a été très, très bonne. Ils ont assisté à la partie de formation et après, ils ont participé à la réunion entre gestionnaires qui provenaient de différentes organisations. Donc, pour moi, c'était une réussite et ça me donne espoir qu'on puisse utiliser ça de plus en plus et pour être capable d'avoir des changements plus durables dans nos milieux de travail. Et donc, bon, ça va pour la mise en œuvre. Donc, les questions, on pourra y répondre après, comme Joanna recommandait. Donc, on va regarder suivi évaluation. Donc, je ne sais pas si vous voyez une flèche qui tourne. Effectivement, c'est un peu pour illustrer l'importance que c'est un cycle de gestion et après, on recommence soit à la première phase ou à la deuxième, mais c'est quelque chose qui est cyclique et il y a une rétroalimentation, un feedback qui permet de modifier, d'améliorer et de poursuivre le cycle. Donc, encore deux niveaux, stratégie, activité, des questions clés. Quels sont les résultats à date? Donc, dans l'étape de suivi-évaluation, on peut se poser la question, quels sont les résultats à date?
et quelles sont les mesures correctives à mettre en place si nécessaire. Quelles sont les méthodes utilisées qu'on utilise pour le suivi et évaluation. Dans l'étape de planification, on va avoir défini comment on va faire le suivi et l'évaluation. Et après là, c'est de regarder qu'est-ce qu'on a fait comme suivi et évaluation et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Quels sont les outils et indicateurs utilisés pour mesurer les résultats? Est-ce qu'ils sont appropriés? Effectivement, moi, en regardant même un article qui a été écrit sur un programme de formation, une grande démarche de formation des immigrants au Québec au niveau de la langue française, c'était un aspect qui était très faible. Ils indiquaient que les outils, les indicateurs qui avaient été utilisés n'étaient pas appropriés. Donc, il faut vraiment mettre un effort et se questionner en amont, mais après en aval, sur est-ce que les outils et les indicateurs nous permettent de vraiment bien refléter les changements, le processus, les bénéfices, le but et aussi les impacts. Et aussi de voir comment on communique les résultats et quels résultats devraient être communiqués. Et moi, je recommanderais, je pense que c'est chacun de nous dans notre propre contexte, même les résultats, même les leçons apprises de résultats qui sont peut-être pas aussi convaincants, sont aussi importants à communiquer pour montrer que oui, on a des pistes d'amélioration en vue. Il faut mettre l'emphase sur les résultats positifs, mais aussi notre capacité de regarder de façon plus critique ce qu'on a fait et de mettre en place des mesures correctives, c'est aussi, ça démontre que c'est un processus qui nous permet d'envisager des meilleurs résultats dans le futur. Donc, des questions. Donc, on est arrivé à la fin. Donc, la stratégie de renforcement des capacités. Donc, ce qui est important aussi de regarder, on va regarder certaines de vos questions, mais c'est aussi de vous poser la question, maintenant que c'est vrai que c'était une seule heure qu'on a eu à partager ensemble, quelle est ma prochaine action que je veux prendre après le webinaire pour commencer à améliorer les choses? Est-ce que c'est attirer l'attention, c'est partager certaines des réflexions qu'on a eues aujourd'hui? Donc, c'est de voir dans votre tête, de réfléchir, qu'est-ce que je fais maintenant? Je retourne dans mon milieu de travail. Quelle est la première action que j'aimerais prendre pour continuer à poursuivre ce qu'on a discuté aujourd'hui? Donc, Joanna, comment voudrais-tu qu'on puisse conclure? Oui, je crois que peut-être on va prendre 2-3 minutes pour regarder un peu les commentaires ensemble. Il y avait beaucoup de commentaires, beaucoup de questions aussi, mais je crois que tu as déjà répondu aux plusieurs des questions. J'aimerais lire un commentaire slash question de Karine. Elle dit la mutualisation des ressources est selon moi une stratégie très intéressante, mais elle peine à prendre dans le contexte de Benin où chacun veut avoir malheureusement le lead de sa stratégie. Donc, à propos de la compétition entre agences, que dis-tu, Hélène? Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? Peut-être tu continues à lire, Joanna, puis je vais ramasser mes idées, mais effectivement, c'est je pense peut-être juste rapidement, je pense que de façon générale, dans le monde humanitaire, on voit des améliorations globales. Moi, il y a 20 ans, même les résultats d'une évaluation de besoins sur le terrain, les résultats étaient gardés par une seule agence, n'étaient pas partagés. Et on voit maintenant que de plus en plus globalement, on voit qu'on mutualise et on partage les résultats des évaluations de besoins, entre autres, les assessments, comme on appelle en anglais. Les résultats, on les partage pas 3 mois plus tard, comme on faisait avant, mais dès que les résultats sortent pour que tout le monde puisse s'appuyer sur les mêmes constats sur le terrain. Je pense que ça permet de voir qu'il y a eu des changements et on peut espérer que ça puisse aussi rejoindre des pays où peut-être on n'a pas vu encore ces changements-là. Je pense que l'échange d'expérience d'un pays où ça se fait plus facilement, l'échange, on regarde le Mali, on va regarder la Côte d'Ivoire, il y a eu peut-être plus d'urgence
complexe qui s'est passé et on sent que le niveau de la coordination a bien évolué. Moi, j'ai travaillé tout récemment en Europe et je pense que le défi, peut-être autant qu'au Bénin, est de taille au niveau de la coordination et de l'échange et de la collaboration. Je pense que c'est aussi de voir avec les pays qui font beaucoup de coordination comment ils ont réussi à progresser. Très bien, merci. Si vous voulez demander directement une question à Hélène, s'il vous plaît, levez le main et je vais allumer votre micro. Mais juste avant ça, je vais lire deux commentaires sur cibler, comment cibler les gens pour les formations, le renforcement des capacités, etc. Un commentaire est venu de Abba. Il a dit, il faut rencontrer les bénéficiaires car parfois les leaders communautaires ne font pas le relais après un renforcement de capacité. Et l'autre est venu de Karine. Elle a dit, non, c'est pas le bon. L'autre, elle a écrit plusieurs commentaires. Donc, il faut que je trouve le bon commentaire. C'est quelque chose à propos des cibles et si celles-ci ont déjà été formées. Donc, il faut vraiment... Oh non, pardon, ça c'est d'Alexia. Je cherche la mauvaise personne sur mon écran. Mais Alexia a parlé de l'importance de mieux cibler les cibles et de faire un peu de recherche pour voir si celles-ci ont été déjà informées. Et donc, l'importance de coordonner entre les agences, entre les acteurs. Exactement. Je pense qu'on voit très bien que plus on va travailler de façon avec une vision stratégique et aussi de façon coordonnée, on va être capable de minimiser les défis. Il y aura toujours des défis et je pense que déjà, on a des pistes de savoir comment outrepasser certains défis, exemple d'aller vérifier sur le terrain, de faire des suivis, effectivement, mais plus on aura de mécanismes pour être capable d'adresser en amont et en aval les défis, et je pense que ça nous donne confiance d'être capable de progresser et que la stratégie de renforcement des capacités soit de plus en plus efficace. Mais il y aura toujours de nouveaux défis et après, ça sera chacun de vous de voir comment vous pouvez appliquer tout ça et de l'adapter en fonction de votre contexte. Bon, je trouve, Hélène, que c'est un excellent dernier message pour tout le monde, car malheureusement, la session tire à sa fin. On est déjà un peu en retard, mais je crois que j'ai eu beaucoup de commentaires. Merci, Hélène, très intéressant, très pratique et tout ça. Je tiens à remercier Hélène d'avoir été disponible et partager son expertise dans plusieurs endroits, Québec, Europe, l'Afrique de l'Ouest, etc. Ainsi des exemples, ces idées stimulantes. Comme j'avais dit au début, il y aura un enregistrement de cette session qui sera disponible sur le site web de l'Alliance. Alors, s'il vous plaît, recommandez-la à vos collègues. Pour l'instant, ça peut changer, mais pour l'instant, il n'y a pas d'autres webinaires prévus en français, malheureusement. Néanmoins, le thème d'aujourd'hui sera présenté la semaine prochaine, pardon, le 18, je crois, décembre, en espagnol. Et nous prévoyons d'autres sujets en espagnol, en arabe, au début de l'année prochaine, ainsi qu'un webinaire en anglais sur le coaching. L'information sera disponible sur le site web de l'Alliance, ainsi que par l'intermédiaire de la communauté de pratique des formateurs. S'il vous plaît, contactez-nous et informez vos collègues sur les possibilités qui seront là dans l'avenir. Donc, pour l'instant, on dit encore merci à Hélène. Merci à vous tous et à la prochaine. Merci, au revoir.